par Prépro, par l'intermédiaire de Benoît Fougeret et Michael Blanchard. Moi, je reste actif pour vous répondre à vos questions sur plutôt la partie technique du webinaire, si vous en avez ou si vous avez des problèmes. Maintenant, je laisse la parole à Benoît et Michael pour vous présenter ce sujet. À tout à l'heure. Merci beaucoup Guillaume pour cette introduction. Et bonjour à toutes et à tous. Je t'invite à passer, voilà, merci Mickaël. Quelques informations pratiques. Alors déjà, merci pour votre présence et l'intérêt marqué que vous avez pour vos interlocuteurs. Mickaël qui va prendre la parole tout à l'heure. Je vais faire l'introduction sur la présentation rapide de Prépro. Ce n'est pas le but de ce webinaire. On va rentrer rapidement dans l'essentiel. Comment financer cette reprise d'entreprise, ce projet que vous pourriez avoir rapidement. Je suis donc cofondateur et directeur général de Prépro. En live, vos questions, n'hésitez pas à les poser. Guillaume, qui coordonne tout cela, va nous les concentrer. Et en fin de webinaire, nous aborderons effectivement d'ici 20, 25, 30 minutes, grand maximum, nous aborderons la liste des questions et y répondrons. Vous pouvez également nous transmettre tout cela par mail sur cra@prepro.fr. On va également collecter des réponses là-dessus. Et puis enfin, si vous avez un projet de reprise sur lequel vous aimeriez échanger, rentrer plus dans le détail, dans l'aspect financement qu'autre, vous avez une landing page qui a été créée spécialement pour l'occasion, www.prepro.fr/financer mon projet-du6, mon-du6 projet/CRA. Voilà, plusieurs façons d'entrer en contact avec nous, n'hésitez surtout pas. Au sommaire, voilà ce que nous allons voir. Donc, qui sommes-nous? Très rapidement. Bon, c'est pas grave. Calculer, donc, qui sommes-nous? Création de Prépro en 2006. Donc, nous sommes sur le marché depuis... tu peux passer la slide suivante, Mike. Voilà. Digitalisation très importante. Dès 2009, nous avons digitalisé tout le parcours d'accès au financement, permettant un suivi en temps réel du dossier par le client, vous-même, l'expert comptable, les autres conseillers, les financeurs. Ça, c'est très important. Donc, on a digitalisé tout le parcours du financement, ce qui permet d'être beaucoup plus réactif. Autre point très important, nous ne percevons aucune rémunération des banques. Ça, c'est un point important, puisque la majorité des courtiers se font rémunérer, entre autres, par les banques. Notre choix est de ne percevoir aucune rémunération bancaire, donc de travailler uniquement dans l'intérêt du client et pas de celui d'aller chercher une éventuelle rémunération d'un partenaire bancaire. Nous avons créé notre réseau de courtiers en 2015 pour couvrir l'ensemble du territoire. En 2018, nous avons créé une filiale Bilend.fr, donc des solutions de financement pour tous les besoins de l'entreprise, reprise, leasing, affacturage, financement participatif et autres. Et en 2020, nous sommes actuellement donc, 25 centres d'affaires ouverts répartis partout en France, donc des intervenants locaux proches de votre projet qui peuvent vous accompagner, 50 au total. Et en moyenne, nous recevons entre 250 et 300 demandes de financement traitées en moyenne par mois. Voilà pour la présentation de Prépro. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Merci Benoît, merci Guillaume. Donc effectivement, on va essayer d'être le plus concis, mais en même temps le plus précis, exhaustif malgré tout. Et puis dans un temps qui nous est imparti, donc 20 minutes de déroulement et de présentation autour de thèmes que je vais vous énoncer, puis ensuite laisser place à l'échange, au jeu de questions-réponses sur une durée d'environ 30 à 40 minutes. Donc nous sommes effectivement sur un délai en tout et pour tout d'environ 1 heure. On va effectivement s'intéresser à plusieurs items qui vont de très près vous intéresser, vous repreneurs, futurs repreneurs et ou cédants, puisque l'idée c'est de vous apporter de l'information plus que de la formation, puisque pour ce faire il faudrait évidemment un peu plus qu'1 heure. Donc je vais effectivement tâcher d'être bref et concis, mais clair, et puis on répondra surtout à toutes vos interrogations. On va s'intéresser effectivement à sa capacité d'emprunt, c'est un sujet par lequel on commence. Que faut-il mettre effectivement dans le projet pour être crédible et aller lever, je dirais, du financement complémentaire? On va s'intéresser au mode de reprise, fonds de commerce, rachat de parts sociales, des modes un peu différents. On va s'intéresser également aux différentes sources et ressources existantes, puisqu'on, bien sûr, on connaît le prêt bancaire, et puis il se décline sous plusieurs formes et de nature différentes. On va aussi s'apercevoir et voir qu'il y a d'autres sources de financement et qu'on vous encourage à les diversifier, à les structurer. Et puis, on fera un petit tour enfin sur les garanties, puisque les garanties, même si elles sont l'accessoire du crédit,
sont évidemment obligatoires, nécessaires et impératifs pour octroyer un crédit. Allez, comment calculer ma capacité d'emprunt? Alors, je dirais que c'est du bon sens. Je ne vais pas vous amener un calcul savant, je vais peut-être vous décevoir. Il y a une façon, bien sûr, de la calculer, de l'estimer en tous les cas. Mais surtout, il faut s'attacher à l'estimation de ses besoins. C'est ça le plus important. Vous avez des besoins que vous allez devoir financer, donc une liste d'investissements qui vont d'investissements et besoins qu'on nomme corporels, incorporels, financiers, nous allons y revenir. Il faut bien sûr les dissocier, alors je vous invite à en faire une liste la plus exhaustive possible et puis surtout de la contrôler avec le partenaire incontournable dans un projet de reprise ou de cession, l'expert comptable bien évidemment. Ça sous-entend effectivement un certain nombre de questions, le qui finance quoi, très simple à se poser en prérequis. Le niveau d'intervention de la banque, eh oui, l'intervention de la banque, c'est de quel niveau, qu'est-ce qu'elle finance la banque en fait en réalité. Et puis équilibrer son financement, ça va mieux en le disant. Je vous ai fait un petit récap assez focus là-dessus. Souvenez-vous, rappelez-vous que la banque, dans son ensemble, finance ce que l'on appellera l'amortissable et le garantissable. C'est un couple imparable à hauteur d'environ 70%. C'est une norme moyenne qu'il faut avoir en tête, 70% de vos futurs besoins d'investissement. Garantissable, car potentiellement, elle pourra se faire rembourser ou revendre. Donc, effectivement, pouvoir se rembourser en cas de problème, bien évidemment. Et puis, amortissable sur la durée du crédit bancaire. En d'autres termes, je dis toujours un peu à mes clients pour appréhender cette notion, et je vais prendre cet exemple. Globalement, si je prends une voiture, la banque va en fait accepter de financer le véhicule sans problème. Par contre, elle ne financera pas le carburant qu'il faut mettre dedans pour faire avancer le véhicule. Eh bien, les 70%, ça représente le véhicule, et puis les 30 autres pourcents, eh bien, globalement, c'est le carburant. C'est la somme des besoins, justement, dans un plan de financement qu'on va voir après, dit matériel, tous les frais, le besoin en fonds de roulement, le stock, tous ces mots dont vous avez déjà entendu parler, évidemment, ces besoins représentent en moyenne 30%. Si on tire un tableau, puisque dans un plan de financement, je le rappelle, on va chercher le parfait équilibre, vous avez des ressources d'un côté qui sont nombreuses, qui sont variées, qui sont différentes, qui n'ont pas les mêmes impacts. Vous avez bien sûr la solution bancaire que vous allez retrouver et décliner de plusieurs façons. Et puis en face, vous avez des besoins correspondants. Ça sous-entend, mes flèches, si j'attire votre attention sur ce point, que les ressources en fait sont allouées à un certain type de besoin. On ne finance pas n'importe quoi. C'est-à-dire que vos fonds propres, c'est votre apport que vous allez mettre dans le capital social de votre future structure, qu'elle soit SARL ou SASU, plus de l'apport en compte courant va former votre apport en fonds propres. Et puis ensuite, vous avez d'autres sources de financement qui vont venir renforcer votre apport. Et puis ceci va être complété de l'ordre de 70% par du prêt bancaire, de la dette senior, qui peut être long terme, sur 12 à 15 ans pour du professionnel, une acquisition de murs, par exemple, de locaux professionnels, du moyen terme, ce que vous allez retrouver le plus souvent, évidemment, dans un fonds de commerce, une reprise un rachat de parts, de titres, du court terme, parce que dans un plan de financement, il faut aussi financer la TVA. Je rappelle qu'un plan de financement se rédige en hors taxe, mais que néanmoins, vous allez payer en TTC. Donc, l'écart entre le hors taxe et le TTC, il faut le neutraliser par un crédit court terme de type TVA. Du crédit bail, on peut financer du matériel. Ça permet d'optimiser le plan de financement. Des prêts in fine, c'est-à-dire qu'on rembourse uniquement les intérêts, puis le capital in fine, c'est-à-dire à la fin de la durée du prêt. Et puis le crédit vendeur, dont vous avez certainement entendu parler, et qui d'ailleurs, par les temps qui courent, est une notion relativement intéressante. Et puis en face, vous voyez bien que l'apport en fonds propres va venir effectivement couvrir les besoins qu'on appelle immatériels, incorporels, liquides, non garantissables, non amortissables d'une certaine manière, comme les honoraires divers du comptable, du courtier, la publicité de démarrage, les loyers d'avance, le besoin en fonds de roulement. Ça, ce sont les frais. Et puis, toute la partie bancaire, le socle, le structurant, comme on le dit, va venir financer les besoins qui font effectivement l'essentiel du financement dans votre plan, le fonds de commerce, les parts sociales, les murs, le matériel, les mobiliers, les travaux, les agencements.
Ayez bien effectivement ce schéma en tête, ça peut vous aider. Attention au surfinancement bancaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos ressources en fonds propres ne seraient pas suffisamment importantes et donc ça demanderait finalement à la banque, en l'occurrence, de surfinancer, donc de couvrir, vous l'avez compris à présent par ce petit schéma très simple, des besoins dits immatériels, dont en fait ce n'est pas son rôle. Je vous ai fait un petit plan de financement, bref, synthétique, volontairement. L'idée c'est d'aller au but encore une fois. Voilà un plan de financement, on va dire, qu'on pourrait certifier. Vous avez un certain niveau de fonds propres qui est relativement faible. Vous venez le renforcer par un prêt d'honneur 0% que vous avez obtenu à la Maison de la Création ou à la Chambre de commerce. Vous renforcez cela à nouveau par un prêt participatif sur 48 mois de 10. Vous formez ainsi un apport en fonds propres et quasi-fonds propres de 30. Ça vous permet d'avoir la crédibilité d'aller en banque et d'aller effectivement solliciter un concours bancaire de l'ordre de 60, auquel on va venir ajouter un petit crédit bail matériel de 10, parce que vous avez par exemple du matériel, des fours à financer et qui sont tout à fait éligibles à ce type de financement, le crédit bail matériel. Vous arrivez donc à 100 et en face, eh bien, on voit que votre apport en fonds propres de 30 vient assez largement couvrir l'ensemble de vos frais BFR compris qui sont de 20, participe par là même au financement du fonds de commerce des travaux et du matériel, ce que la banque appréciera de voir dans un projet, et vous avez un prêt bancaire qui vient financer une partie, voire la quasi-intégralité, 70% en l'occurrence, du fonds de commerce des travaux et du matériel. Voilà la physionomie d'un plan de financement. D'autres sources de financement, vous avez effectivement des interlocuteurs, des organismes comme la CIAGI, BPI, la Banque publique d'investissement. Avec la CIAGI, par exemple, vous avez des prêts de 15 000 à 150 000 euros sur 10 ans maximum avec le programme COSME. Renseignez-vous auprès, bien sûr, de cet organisme, la CIAGI, qui peut vous accompagner tant en garantie de prêt bancaire, mais on va le voir après, mais également en prêt, transmission reprise, très important. BPI, de la même manière, c'est effectivement, ça concerne les PME sur des montants de crédit de 40 à 650 000 euros. Donc, ça laisse quand même voir venir sur des durées de 7 ans. Et ça représente environ, ce coup de pouce, 40% du prêt bancaire au maximum. Ça veut dire que ça doit être effectivement en cofinancement avec un prêt bancaire. Et puis, vous avez, je vous donne une petite astuce technique, ma foi, donc on n'ira pas plus loin à ce stade. L'expert comptable sera même évidemment de vous renseigner sur ce sujet. Et nous-mêmes, chez Prepro, je dirais de manière un peu plus privilégiée, la fameuse remontée de dividendes exceptionnels dans la trésorerie de l'entreprise cible, suivez-moi, le jour de l'achat. Ça sous-entend qu'évidemment, au moment où on constitue son apport, on n'a pas vraiment, on va le constituer finalement dans la trésorerie, dans les dividendes qu'on va ressortir de l'entreprise qu'on va racheter. Ça se joue évidemment sur une histoire de timing, mais c'est tout à fait possible de le réaliser de manière protocolaire à partir du moment où, bien évidemment, il y a de la trésorerie dans l'entreprise cible et donc des dividendes exceptionnels à faire remonter. Voilà, petite astuce. Quel choix de reprise? Vous avez entendu parler du fonds de commerce, évidemment. Malheureusement, des fonds de commerce en difficulté, il y en a beaucoup aujourd'hui, il y en aura certainement demain. Pour certains, c'est peut-être l'opportunité de venir effectivement en reprendre certains, on ne sait. Sachez qu'en tous les cas, il y a un distinguo entre le fonds de commerce et le rachat de parts ou le rachat de titres, et c'est ce qu'on va voir à suivre. Un fonds de commerce, on reprend l'outil de travail, c'est très concret. On reprend le matériel, l'outillage, on reprend la clientèle, le droit au bail, le non commercial et puis quelques contrats éventuellement, le bail en cours, et puis voir un petit peu de stock au passage. On ne reprend pas, et ça c'est très important, les créances et les dettes, on va le voir dans un instant. On constitue une structure, une nouvelle structure juridique, URL, SARL, SASU, SAS, peu importe, pour effectivement à la fois acquérir le fonds de commerce et puis exploiter par la suite. Et petite nuance de fiscalité, vous pourrez aussi effectivement avancer sur ce sujet. C'est important dans une cession de fonds de commerce, la société qui encaisse le prix de cession, donc la société cédante qui encaisse le prix de cession et non le cédant directement, ce qui évidemment a un impact fiscal, vous imaginez bien, entre l'IR et l'IS, la personne morale et la personne physique. Le rachat de titre est un peu différent, même très différent, puisque par définition, on devient propriétaire de la société et de tous les éléments qui figurent au bilan. Passif, actif. On reprend donc l'actif et le passif. Les capitaux propres, les dettes, les créances, la trésorerie. On conserve aussi les relations avec les tiers, c'est-à-dire tous les contrats qui sont en cours et qui font, je dirais, les services extérieurs, les charges externes de l'entreprise. On se prémunit
et je vous y invite évidemment, sur l'aspect juridique, à rédiger une clause de garantie de passif pour justement vous prémunir. Alors, sur la durée, une garantie de passif, pour faire court, on détermine un temps, on détermine un montant maximum, mais ça vous protège parce que imaginez, vous rachetez une entreprise au bout d'un an, il y a un fournisseur qui se manifeste et qui réclame 100 000 euros, vous êtes responsable de devoir ces 100 000 euros. Sauf si, bien sûr, vous aviez une garantie de passif qui permet effectivement de reporter cela sur l'ancien cédant et propriétaire de l'entreprise. Le LBO ou rachat avec effet de levier, vous avez peut-être entendu parler ou vous maîtrisez ce sujet. On va rapidement l'évoquer. Le LBO, donc terme anglais, leverage buy out ou rachat avec effet de levier. Imaginez, vous êtes salarié, un groupe de salariés dans une entreprise, le patron veut sortir, céder, partir en retraite, il veut conserver effectivement la transmission dans son entreprise parce qu'il croit dans ses salariés et vous croyez dans votre entreprise. Vous êtes trop court en apport, vous constituez alors un groupe de salariés pour racheter les parts de l'entreprise, devenir ainsi majoritaire. Vous constituez pour ce faire une société en tête, dit holding, relation mère et fille, qui va vous permettre de racheter les parts de l'entreprise et d'en devenir propriétaire. Donc la reprise de cette entreprise par les salariés bénéficie d'avantages fiscaux, ça c'est important. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais globalement, par le jeu d'intégration fiscale, ça veut dire que la holding et la société fille, une SARL ou une SAS par exemple, plutôt, ne font plus qu'un. Effectivement, vous ne payez qu'une imposition et non deux, c'est-à-dire sur la holding et la SAS. Attention, ce type de levier, ce type d'ingénierie financière s'accompagne impérativement, je le dis bien, impérativement d'un développement fort, accru et puissant, qui permet en fait, post-reprise, de réaliser ce qu'on appelle ce fameux effet de levier après remboursement de la dette bancaire. Donc, souvent, les LBO se font sur des structures à fort potentiel, fort croissance, fort marché, de niche ou très innovants, qui vont évidemment faire des culbutes très, très importantes. Parce que sans quoi, attention à ce qu'on appelle l'effet de massue, c'est-à-dire que sur le temps escompté, on n'a pas réussi en fait à rembourser suffisamment son emprunt, donc à créer des effets de levier. Et pour peu que l'entreprise soit pas, je dirais, dans ses métriques, on va dire, d'évolution de chiffre d'affaires et de rentabilité, ça peut devenir évidemment un jeu dangereux. Donc à maîtriser évidemment et à se faire accompagner. Financer sa reprise. Je vous le disais, il y a du bancaire, mais pas que. Structurer et diversifier vos ressources. Très important. Là, vous avez les grandes familles. Les grandes familles que vous allez retrouver traditionnellement. Fonds propres, banques, prêts d'honneur, financement participatif, prêt familial, très important, crédit vendeur, et puis, je dirais, la famille des investisseurs. Ça, c'est les grandes familles. Si on détaille un petit peu et puis qu'on les passe en revue, donc les fonds propres, c'est votre épargne, c'est vos avoirs, c'est vos placements, c'est vos assurances vie, c'est une donation, c'est tout ce qui est, on va dire, disponible immédiatement, liquide. Ça, c'est très important. Ça constitue le socle de toute façon de votre apport. Ça peut être renforcé par un prêt familial. Attention, petit nota bene sur le prêt familial. Un prêt familial sera considéré comme apport uniquement et seulement si le prêteur familial donc accepte de ne pas être remboursé, je dirais, avant que la dette bancaire soit totalement remboursée et éteinte. La banque considère ainsi que le prêt familial est bien considéré comme un apport et pas comme un prêt, comme son nom l'indique. Donc un petit papier, un petit document officiel signé qui permet effectivement au prêteur de dire « Ok, j'ai pas besoin d'être remboursé avant 7 ans », en l'occurrence sur une durée de 7 ans. Venez renforcer par des prêts d'honneur, vous y avez le droit, repreneur, créateur, transmission, prêts d'honneur avec les plateformes initiatives partout en France, le réseau Entreprendre partout en France, qui viennent à la fois parrainer des porteurs de projets et leur octroyer des prêts d'honneur à 0% avec des garanties moindres, permettant de créer un effet de levier de l'ordre de 1 pour 6. Un prêt d'honneur pour 1 permet 6 en banque globalement. Pour vous donner un ordre d'idée, ça vient renforcer les fonds propres. J'attire votre attention, le prêt d'honneur, initiative en l'occurrence, est octroyé à la personne physique. D'accord? Donc vous le remboursez à titre personnel. Ensuite, vous allouez cette somme dans vos comptes courants, et vous venez ainsi effectivement, je dirais,
asseoir et grossir votre niveau de fonds propres. Hein. C'est pour financer essentiellement de la trésorerie, de l'immatériel, justement ce que ne finance pas la banque. Le prêt d'honneur à la transmission pour les rachats de parts sociales et titres d'initiative, j'en parlais. Le crowdfunding, le don avec contrepartie, très connu maintenant depuis quelques années, le don par la foule, pour faire des petites campagnes de 3-4 000 euros pour se faire connaître, faire le buzz, et puis ça permet effectivement de se faire un début de clientèle avec une contrepartie que vous allez leur offrir, je dirais en contrepartie d'un don. De concours bancaire, bien évidemment. On en a parlé tout à l'heure. Le prêt obligataire, je le nomme, je ne rentrerai pas dans le détail, c'est plutôt pour les grosses entreprises. Le financement participatif, en revanche, ça c'est structurant. Le crowdlending, financement par royalties, Benoît en parlait en introduction, nous avons par exemple, nous, développé il y a maintenant 1 an et demi une plateforme billend.fr qui permet de faire notamment du financement structurant participatif avec une offre et puis une communauté de prêteurs de 5000 investisseurs comme vous et moi qui prêtent entre 20 et puis 1000 euros sur des tickets allant de, on va dire, 10 à 100 000 euros. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de garantie sur ces prêts, on a des temps d'études dans 72 heures environ, on a des mises en ligne rapides parce que tout se fait en digital, et globalement une campagne de 50 000 euros sur nos projets aujourd'hui, mais 3-4 jours en fait à se boucler avec un décaissement quasi instantané derrière. Voilà une solution intéressante pour aller encore une fois de plus financer ce que la banque ne finance pas, hein, les frais, le BFR, l'immatériel, la trésorerie, le stock. Hein. Le crédit vendeur, bah, très simple, hein, vous imaginez, vous travaillez avec un patron, une pizzeria, le patron veut partir ou vendre, il a envie de vous vendre la boîte, vous manquez un peu d'apport, imaginez la boîte elle coûte 100, le fonds de commerce, il vous dit écoute, ce que je te propose c'est que je te fais 70 en, je dirais, fonds de commerce traditionnel, et puis les 30 restants, je te le fais en crédit vendeur sur 2 ans, ça peut aller jusqu'à 3 ans en moyenne, sans intérêt parce que je t'apprécie, tu es comme mon fils spirituel, et puis tous les mois, eh bien, tu me verses, je dirais, une échéance qui permet à terme eh bien, de répondre aux 100 000 du fonds de commerce. Donc une solution intéressante. Par contre, il y a une notion de confiance, évidemment, et puis il faut que le vendeur ne soit pas dans un besoin immédiat de liquidité, évidemment. Le crédit bail immobilier matériel, ça permet de financer du matériel qui est dans votre plan de financement. Donc, ne pas le financer et pas le faire apparaître finalement au bilan. Donc, je dirais de structurer, on va dire, votre bilan un peu différemment, d'alléger le plan de financement, donc mécaniquement d'augmenter votre apport, évidemment, en ressortant certains matériels qui sont éligibles, comme l'exemple de la boulangerie, puisque il y a beaucoup de matériel comme four, pétrin, laminoir, chambre froide, chambre de pelouse, j'en passe, et des meilleurs pourraient être financés sur 5 ans, 3-5 ans en crédit bail, c'est-à-dire que la banque est propriétaire ou l'organisme de crédit bail est propriétaire du matériel, il vous le loue et je dirais à son échéance, vous en devenez propriétaire moyennant, on va faire simple, une valeur résiduelle de rachat de l'ordre de 1%. Et puis le leaseback, un peu plus complexe, globalement vous avez une entreprise existante, vous avez des actifs matériels, vous souhaitez en fait les céder pour gagner en liquidité, alléger votre bilan. Donc en fait vous revendez en fait une partie de vos actifs, voilà, et à la valeur nette comptable au moment où ils sont constatés dans votre bilan. Et en échange de quoi, en fait, le leaser vous fait une location financière longue durée, ce qui vous permet de continuer à utiliser votre outil de travail, mais ne plus les avoir au bilan, donc de peser un peu moins dans la balance, donc améliorer finalement votre structure financière. Les garanties, très important, je le disais, c'est l'accessoire du crédit, mais attention, je n'enfoncerai pas. Pas de garantie, pas de crédit. Je pose la question, je connais la réponse. Vous avez 4 garanties sûreté plus ou moins sécurisantes pour les banques. On va commencer par les plus sécurisantes et puis les plus communes. Alors, le nantissement de fonds de commerce, nantissement de parts, titre, vous ne pouvez pas y échapper. Globalement, à tous les coups, on l'a. C'est un acte par lequel la banque potentiellement peut devenir propriétaire de votre fonds de commerce si on prend cet exemple, au cas où, bien sûr, ça ne va plus du tout et le bateau coule, hein, évidemment. Le cautionnement bancaire, on en a parlé. BPI, CIJ, France Active, fonds de garantie régionale, ce sont autant de solutions qui permettent en fait aux partenaires bancaires de s'appuyer sur ces garanties pour pouvoir garantir, sécuriser une partie du prêt qu'on vous octroie, qui globalement va de 20 à 80% selon les garanties, on va le voir. La caution personnelle solidaire, caution personnelle, hein, comme son nom l'indique, on y est toujours un peu. Alors, souvent, je vous le dis, hein, on est primo-accédant. J'entends des fois des clients qui disent « Ouais, mais moi, je veux pas être caution personnelle. » Sur une première affaire, en reprise de création, sans expérience manifeste, globalement, attendez-vous à avoir un peu de caution personnelle solidaire
qui sera minoré plus le cautionnement bancaire sera important. Le cautionnement bancaire a pour but justement de moins vous exposer à titre personnel. Et puis, enfin, le blocage de compte courant, alors on peut en discuter, certaines banques le rejettent, d'autres le prennent systématiquement. En tous les cas, on bloque vos comptes courants. Vous vous rappelez, au début du plan de financement, votre rapport est constitué du capital social et du compte courant. Eh bien, on bloque cette partie-là, c'est-à-dire qu'on vous dit, bah, monsieur, madame, pendant les 3 premières années ou pendant la durée du crédit, eh bien, vous ne vous remboursez pas vos comptes courants. Je rappelle que les comptes courants, l'entreprise vous les doit, vous les avez prêtés à l'entreprise, hein. Mais vous ne pouvez le faire que quand, bien sûr, l'entreprise dispose de trésorerie. Ben, imaginez, au bout d'un an, vous avez pléthore de trésorerie, et bien qu'un blocage de compte courant, il serait difficile de pouvoir, évidemment, vous les rembourser. Pour éviter cela et qu'il n'y ait pas de malentendu avec les banques, un grand conseil, faites des plans de financement et des prévisionnels avec un capital qui soit un vrai capital, de l'ordre d'un tiers pour 2 tiers de compte courant. Voilà un apport bien constitué, 1 tiers, 2 tiers. Ça veut dire que là, la banque n'ira pas vous bloquer vos comptes courants. Par contre, si vous me faites 1 000 euros de capital social et puis 99 000 euros, je fais exprès, de compte courant, là, vous êtes sûr d'avoir un blocage de compte courant associé. Mais c'est un autre débat et un autre sujet. Des couples gagnants, c'est important. Les garanties cohabitent entre elles. Hein. Le BPI, CIAGI peuvent travailler ensemble. BPI, Fonds de garantie régionale peuvent travailler ensemble. Ça permet de porter les quotités de 50 à 70%, par exemple, pour BPI Transmission. Ça veut dire qu'on peut garantir le prêt jusqu'à 70%. Ben, quand une banque peut se garantir déjà jusqu'à 70%, il reste plus de 30% à trouver. Un peu de caution personnelle et le nantissement, et je dirais, le tour est joué. Hein. Fonds régional de garantie, globalement, toutes les régions aujourd'hui sont dotées de fonds qui vont globalement à peu près jusqu'à 35%. Il peut y avoir quelques disparités selon les régions, évidemment. Souvent, ce sont des entreprises qui sont aussi dans un schéma de pôle de compétitivité industrielle, technologique, innovation. Ça peut aller jusqu'à 1,5 million de crédits. C'est pas négligeable. Et puis la CIAGI, j'en parlais, qui est très branchée artisanat, chambre des métiers, reprise, transmission, grosse culture sur cet aspect-là, qui peut globalement aller de 20 à 50% jusqu'à 4 millions d'euros de crédit, avec une bonification, vous voyez le couple gagnant, avec BPI France. Il n'est pas rare d'avoir du 25-25 CIAGI BPI ou du CIAGI 25 et puis la région abonde de 25, ce qui permet d'avoir une belle quotité à 50%, couvrante, et à un coût relativement moindre parce que la garantie régionale est forcément un peu moins impactante en termes de coût. Les quotités, si on devait retenir, de 20 à 80%, CIAGI, BPI, France Active. France Active, un petit mot là-dessus, vous le trouvez souvent dans les chambres de commerce. Ça a une vertu peut-être un peu plus sociale pour des publics un peu plus démunis, un peu plus faibles en apport. Gros programme aussi pour les femmes entrepreneuses. La limite de ça, c'est qu'effectivement, souvent, c'est jusqu'à 100 000 euros d'emprunt, donc c'est des plus petits projets. Par contre, c'est très courant, jusqu'à 80%, et l'avantage, c'est que le coût, il est dérisoire. Donc ça, c'est très intéressant. Le coût des garanties à intégrer, je le dis bien, dans le plan de financement, dans les besoins à financer par vos fonds propres. Donc, ne pas oublier de dire à votre comptable, intégrez-moi bien les frais de cautionnement bancaire. Nous, clairement, dans tous nos plans de financement, on fait une simulation BPI et on a effectivement des frais de cautionnement dans tous nos plans de financement. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Pour donner un ordre d'idée, 250 000 sur 7 ans BPI, vous êtes créateur sur une entreprise, c'est 9 000, pratiquement 10 000 euros. Hein, de besoins. Donc, pas de mauvaise surprise, on le structure dans son plan de financement, on liste ses besoins. Voilà. Ce qu'on pouvait dire en synthèse, et j'ai essayé d'être bref, concis, encore une fois, c'est de l'information. Vous aurez bien sûr accès à ce document. Et puis maintenant, surtout, on va pouvoir essayer de répondre au plus de questions possibles, Guillaume et Benoît. Merci. Ok, très Merci, bien. Michael. Bon, bah merci, merci Michael. Alors, je vais partir tout de suite avec des questions qui sont revenues très régulièrement, qui concernent je vais lire directement la question. En fait, ce sera beaucoup plus facile pour la compréhension. D'après vous, avec la période économique trouble qui va exister, les banques ne vont-elles pas être plus frileuses et diminuer le pourcentage de 70% de prêts? C'est une bonne question. Probablement que oui. Après, il ne faut pas oublier qu'une banque a besoin de soutenir l'économie. Donc, l'idée, c'est qu'elle se prémunisse, qu'elle se garantisse, qu'elle gagne de l'argent avec de l'argent. Hein, c'est son job. Toutefois, elle a aussi un rôle sociétal et le but, c'est pas non plus de ralentir et plomber en fait la reprise et les crédits.
Donc, demander demain à des porteurs de projets de mettre 50% sur la table, il est évident que en procédant ainsi, on ne relancera pas la relance économique. Hein. Donc, je dirais que par ma réponse, j'amène une certaine réponse globale. Après, évidemment qu'elles vont être évidemment beaucoup plus regardantes sur le profil des porteurs de projets, sur la structure des plans de financement, donc sur les sources de financement. Il est évident que s'il n'y a pas d'apport ou très peu d'apport et peu de ressources par ailleurs, si vous sollicitez 90% de crédit et 10% d'apport, c'est sûr que ça va être compliqué de passer un projet, hein, clairement. Donc, il va falloir structurer vos ressources, peut-être les augmenter un peu, encore que, mais surtout avoir des projets pertinents. Moi, je pense que surtout, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on finance, encore une fois, quels sont les besoins et qu'est-ce que ces besoins vont permettre ensuite de produire et d'exploiter. Mais si vous avez un projet pertinent de reprise et de transmission, avec 25 ou 30%, avec un beau profil et un bel emplacement, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas finançable. D'accord. Ensuite, pourquoi est-ce que vous faites une différence pourquoi est-ce que les prêts d'honneur ne sont pas considérés sont considérés comme des fonds propres alors que ce sont aussi des prêts? Très bonne question. C'est effectivement un prêt à la personne, je le redisais. Donc, imaginez, vous sollicitez 10 000 € de prêt d'honneur, vous les obtenez. On va vous octroyer 10 000 €. Vous les remboursez tous les mois pendant, par exemple, 60 mois, échéance constante. Vous prenez ces 10 000 €, vous les mettez dans la trésorerie de votre entreprise. Donc, en fait, vous le mettez dans le plan de financement, dans ce qu'on appelle dans les comptes courants. Hein. C'est-à-dire que vous allez prêter à votre entreprise la somme de 10 000 €, mais comme c'est un prêt à 0% sans garantie, la banque va considérer que c'est un apport en soi, tout simplement. Et c'est vraiment la raison d'être des prêts d'honneur 0%, c'est des effets de levier, je le redis, quand Initiative, pour citer cet exemple, prête 1, la banque aura forcément plus de velléité à prêter 6. C'est un effet de levier. Et c'est bien considéré comme un apport en crédit fonds propres. Par contre, il faut l'obtenir. Et je rajoute, Guillaume, c'est important, vous obtenez un prêt d'honneur, mais vous n'obtenez pas votre prêt bancaire, le prêt d'honneur tombe à l'eau. Hein. C'est-à-dire que l'un et l'autre sont liés. Vous mettez un prêt d'honneur dans un plan de financement, vous obtenez un prêt bancaire, mais vous n'obtenez pas le prêt d'honneur, le prêt bancaire peut tomber à l'eau. On trouverait des solutions, mais globalement, hein, ils sont évidemment reliés l'un à l'autre. D'accord. Ensuite, est-ce qu'on peut avoir un impact prévisionnel de la crise sur les taux d'intérêt des banques? Oui, tout à fait. Alors, il est peut-être encore trop tôt pour en parler. Je pense qu'il y a un petit réflexe à la hausse que l'on constate, puisqu'évidemment, nous, on est au front. Benoît le disait, on fait 250 dossiers. Depuis le début du confinement, on a cessé de travailler et on a continué par notre agilité digitale à réaliser des rendez-vous sous forme de visioconférence avec les banques et d'aller chercher des financements. Et évidemment, on a vu dans les propositions globalement, à périmètre constant, on va dire, une hausse. Là où on pouvait être à 0,70, on va dire la tendance serait plutôt autour de 1%. Tendance à vérifier. Encore une fois, un très bon projet avec de l'apport, un très beau profil, avec un beau chiffre d'affaires, avec un retour sur investissement tout à fait prudent, atteignable. Il y aura des banques pour se battre. Et donc, s'il y a des banques pour se battre, il y aura évidemment des conditions à la clé qui seront plus importantes et plus intéressantes. D'où l'importance de mettre en concurrence saine, mais en concurrence pour justement, qui plus est aujourd'hui en ce temps, ça répond aussi à la question de maintenir des conditions tout à fait acceptables, mais pour répondre précisément, allez, là où vous avez du 0,70, j'aurais peut-être plus favorablement du 1% aujourd'hui. D'accord. Toujours sur les prêts, est-ce qu'un prêt in fine peut venir en complément d'un apport au niveau des fonds propres? Ah oui, alors c'est une bonne. Oui, techniquement, ça peut. Certains, on travaille notamment avec un partenaire, effectivement, qui travaille sous forme d'obligations convertibles, avec effectivement une forme de prêt in fine qui intervient uniquement en fait pour des créations et pas des reprises en l'occurrence, dans le cadre de la franchise. Donc, vous voyez, c'est très spécifique et qui effectivement fait un prêt in fine, donc assez important. Et alors, il faut réussir à le vendre en banque, hein, c'est pas simple, hein, évidemment. Mais globalement, certaines banques considèrent que du fait que ce soit in fine et à partir du moment où le plan de financement, la rentabilité sur la durée de l'emprunt permet bien sûr de rembourser la dette bancaire, mais pas seulement de générer en plus, vous l'aurez compris, une trésorerie complémentaire supplémentaire pouvant à terme rembourser le prêt, alors la banque peut considérer une sorte d'effet de levier permettant
peut-être pas du fonds propre, mais un quasi-fonds propre. Voilà. D'accord. Ensuite, c'est une question sur la garantie personnelle. Beaucoup de repreneurs et de juges du tribunal de commerce recommandent vivement de ne pas être garanti par personnel parce qu'il faut bien séparer le personnel du professionnel. Mais pourtant, dans la présentation, vous avez indiqué que c'était un élément auquel on pouvait presque pas déroger. Et du Tout à coup, fait, Guillaume. Tout à est-ce fait. que C'est c'est une un très bonne élément question. bloquant ou pas de Alors, lancer sans garantie personnelle? alors, je réponds toujours de la manière suivante. Excusez-moi, c'est peut-être une réponse de Normand. Les pauvres Normands, ils ont le dos rond. Alors, je veux dire, on bâtit pas une entreprise pour aller au sac. C'est-à-dire que on crée pas une entreprise pour que ça aille au tas. Ça, c'est important ce que je vous dis là, c'est-à-dire dans la dynamique. Néanmoins, il faut être extrêmement prudent. Je dis juste que si on peut minorer évidemment la garantie personnelle, c'est tant mieux, puisqu'on sépare effectivement l'entreprise du risque personnel et patrimonial. Toutefois, je dis, sur une première affaire, sur la création ou la reprise ex nihilo d'une certaine manière, la banque aura tendance à aller chercher un petit peu de garantie personnelle. Mais encore une fois, l'idée, c'est d'aller chercher plutôt du cautionnement bancaire, même si c'est un peu coûteux, pour venir diminuer la caution personnelle solidaire. C'est assez rare, en fait, les projets où on passe sans caution personnelle. On passe sur des deuxièmes affaires, sur des profils très matures, avec des apports et des surfaces financières après projet importantes. On arrive effectivement à aller sortir la caution personnelle solidaire sur certains projets de reprise. Mais en règle générale, on aura de la caution de l'ordre de 15 à 50%, hein, selon bien sûr la typologie des projets. L'idéal, c'est d'en avoir le moins possible. Oui. Alors, souvent, on me dit, oui, mais alors, est-ce qu'ils vont venir taper à ma porte, m'enlever femme et enfants et maison? On parle de projet professionnel. On n'est pas sur un prêt hypothécaire lié à l'achat de votre appartement. Ça se passe pas comme ça. Il faut savoir que la caution personnelle, souvent, elle est activée en dernier lieu, en dernier ressort. C'est-à-dire qu'on cherche d'abord à trouver toutes les autres solutions, donc le nantissement de fonds de commerce, donc éventuellement le cautionnement bancaire. Et déjà, quand on a fait ça, la banque, elle a peut-être réussi finalement à se rembourser de sa globalité. Après, souvent, il y a des plans, il y a des échéanciers qui sont faits, bien sûr, avec les porteurs de projet. L'idée, c'est pas d'écraser la personne si, en plus, elle vient effectivement d'aller au tas avec son entreprise. Donc, c'est la dernière solution. L'idée, c'est de vous dire, vous êtes responsable. La banque met 70%. Elle prend un certain risque. Elle a des garanties. Effectivement, vous portez aussi quelque part un peu de ce risque. C'est normal, c'est aussi votre affaire, c'est votre bébé et vous mettez aussi un peu les mains dans le cambouis. D'accord, mais du coup, quel niveau de caution personnelle on peut raisonnablement demander à une banque? Écoutez, si jamais vous avez 50% de cautionnement bancaire, pour être précis, je pense que demander 30%, 25-30%, c'est bien, c'est raisonnable. Et puis venant compléter cela par un nantissement de fonds de commerce, il me semble que la banque peut être tout à fait garantie en globalité sur le remboursement de son prêt. D'accord. Le remboursement du prêt, c'est sur le capital restant dû. Je le dis parce que imaginez que vous empruntez 100 aujourd'hui. Vous prenez un prêt sur 7 ans, au bout de 3 ans et demi, à mi-chemin, il y a un gros problème, ça dérape. La banque active les garanties. C'est la moitié des 100 000 que vous devrez. C'est 50 000 euros, c'est pas les 100 000. D'accord? Donc, si on parle par exemple de 25% de caution personnelle solidaire, c'est 25% à ce moment-là des 50 000 et pas des 100 000. Donc, plus le temps passe, plus votre risque aussi diminue d'une certaine manière en termes de montant, évidemment. D'accord. Concernant la durée des prêts bancaires, est-ce que vous avez une durée, parce que vous avez la connaissance d'une durée moyenne d'un emprunt bancaire? Oui. Sur du fonds de commerce, rachat de titre par social, la norme bancaire va se situer autour de 84 mois, 7 ans. Parfois, sur du rachat de titre sur certains projets ou typologie d'activité, je pense à de la pharmacie, on peut éventuellement aller sur 10 ans. Mais attention, certaines garanties ne vont pas sur 10, donc il faut être prudent. La norme, c'est 7 ans en fonds de commerce, retenez ça, 84 mois. Sur des murs professionnels, je dis bien des murs professionnels dans le cadre du pro, c'est-à-dire des murs qui sont reliés à une activité professionnelle. C'est pas une activité patrimoniale. Si c'est du patrimonial, ça peut aller sur du 20 ans sans problème. Du pro,
à proprement dit. Je ne sais pas, vous êtes locataire aujourd'hui de des murs de l'entreprise dans laquelle vous exploitez. Vous voulez racheter des murs, eh bien, vous pouvez les racheter sur 12, voire 15 ans au maximum, en moyenne. 15 ans, on va dire au plus sur les murs, 7 ans sur la partie exploitation. Benoît, vous voulez intervenir? Alors, oui, alors j'ai eu une question, j'en ai eu plusieurs, mais certaines, Mike a déjà répondu, puis Michael a déjà répondu. Une intéressante, effectivement, sur le financement du stock, qui rentre évidemment dans les biens à financer dans le cas, par exemple, d'une reprise éventuellement d'entreprise. La question était, est-ce qu'il existe effectivement des financements possibles sur cette partie-là? Donc, Oui. Michael, voilà, j'ai répondu que oui, mais je te laisse. Oui. Ben, c'est très bien, merci Benoît, parce qu'on va le redire, c'est un vrai sujet. Hein. Il y a des activités qui demandent peu de stock. Alors, c'est l'avantage, évidemment, mais il y en a qui en demandent beaucoup, et c'est comme ça. Donc, évidemment, clairement, la banque sera peu appétente, voire pas appétente du tout à financer du stock sur une première affaire, en tous les cas. Donc, par exemple, le financement, alors les prêts d'honneur, typiquement, peuvent permettre cela. Et le financement, alors participatif, le crowdlending professionnel, typiquement, c'est un outil formidable qui permet d'aller neutraliser un besoin en stock, un besoin en trésorerie, tout à fait. Et puis après, alors nous, on a un partenaire, en l'occurrence, spécialisé dans le financement de stock. Alors, pour des entreprises souvent qui sont sur l'import-export, hein, alors là, il y a des grosses problématiques, mais pas seulement, où là, on peut effectivement être sur des ingénieries financières qui permettent vraiment de financer l'intégralité du stock. Voilà. Alors, à manier avec parcimonie, mais en tous les cas, déjà le financement participatif, vous avez 30 000 de stock, vous pouvez en financer que 10, aller chercher 20 avec du financement, ça peut avoir du sens, quoi. Hein, sur une reprise et une transmission, ça peut vraiment avoir du sens. Voilà. En tous les cas, ce sont des besoins, comme le disait Benoît, qui seront pas ou peu financés par les banques. Donc, il va bien falloir y trouver des ressources en face. Tout à fait. On peut également, on l'a vu dans plusieurs dossiers, mettre en place ce qu'on appelle des crédits de campagne pour financer du stock sur une activité saisonnière. Vous reprenez une entreprise, le stock initial de départ est, on va dire, normal, mais cette entreprise peut subir des hausses importantes de stock. Ça peut être une chocolaterie, ça peut être quelle que soit l'activité. Et donc, on va mettre en place ce qu'on appelle des crédits de campagne qui peuvent d'ailleurs se négocier dès le départ. Hein. Souvent, dans le cadre de nos interventions, on planifie sur 3 ans les besoins en financement de l'entreprise, de façon à éviter justement de se retrouver un peu coincé sur des besoins de stock. Et avec nos partenaires bancaires, on va négocier ce qu'on appelle des crédits de campagne. Et sur des phases de 1 ou 2 mois, on va avoir un prêt qui va être remboursé sur du très court terme et qui va être remboursé lorsque le stock sera effectivement vendu. Voilà. Il y a des systèmes exactement qui existent aussi avec des produits spéciaux. Nous, on a des partenariats sur ces sujets-là, justement, dans des cas précis qui permettent de financer, comme dit Benoît, par contre, sur des temps courts, hein, de l'ordre de 6 mois environ. Tout à fait. C'est tout. Le reste des questions que j'ai reçues sur cra@prepro.fr ont été abordées. D'accord. Là, j'ai une question qui concerne toujours forcément l'emprunt bancaire. C'est un peu une question que tout le monde doit se poser en tant qu'entrepreneur. Ma banque personnelle peut certainement m'accompagner seule dans ma reprise. Est-ce une bonne idée ou faut-il panacher l'emprunt sur plusieurs banques, notamment celle du cédant? Ok. Alors, déjà, il y a plusieurs réponses dans cette question. La première, quand on dit banque personnelle, si vous avez effectivement un compte courant à titre personnel pour vos besoins personnels, alors sachez qu'il faudra peut-être effectivement déjà aller chercher la partie professionnelle, hein, puisque il faut bien différencier votre banquier qui vous accompagne au quotidien n'est pas forcément celui qui va vous accompagner dans votre projet professionnel. Certaines banques proposent la double relation, ce qu'on appelle pour le professionnel, mais d'autres scindent. Hein, vous avez le banquier pour le particulier, le banquier pour le professionnel. Première chose. Après, pour avoir une très bonne relation, un très bon rapport avec votre banquier, et tant mieux, il faut à mon avis le solliciter, bien évidemment, ça va de soi, mais il ne faut pas hésiter à aller voir d'autres partenaires bancaires ou initier une démarche de courtage de manière plus globale pour mettre, je dirais, en compétition saine votre banquier, puisqu'en général, votre banquier va vous dire, écoutez, moi, votre projet, j'y crois, je vais vous financer. Oui, enfin, ça reste une intention, ça reste un accord de principe. Ce qui est important, c'est le dur, c'est la vraie proposition, le vrai accord. Et la meilleure façon de le challenger, votre banquier qui vous aime tant, c'est quand même effectivement de lui dire que vous allez quand même
aller solliciter d'autres partenaires bancaires. Donc, je vous encourage effectivement à diversifier le plus possible vos partenaires bancaires pour déjà obtenir une offre. Ensuite, j'entends la notion de cofinancement. Oui, un cofinancement ou un pool bancaire avec 2 banques, par exemple, ou 3, peut être envisageable à partir d'environ 500 000 € empruntés. Vous voyez ce que je veux dire? Une banque, globalement, pour 150 200 000 €, un fonds de commerce, traditionnellement, peut faire l'opération toute seule. Et d'ailleurs, on voudra faire l'opération toute seule. Pourquoi? Parce que prêter, c'est une chose, et là, c'est un autre sujet. Ce qui va l'intéresser, c'est de capter ce qu'on appelle les flux, c'est-à-dire le chiffre d'affaires que vous allez générer pendant la durée du crédit, sur lequel, bien sûr, par un certain nombre de leviers commerciaux, elle va pouvoir subsister et vivre et s'enrichir. Oui, pour compléter ce que tu dis, Michael, on a vu également sur des grosses opérations qu'on a menées, je pense à la reprise d'un hôtel, enfin de 2 hôtels et d'un restaurant pied, on avait carrément un pool bancaire, donc BPI sur le financement des murs, avec 2 autres banques et 2 autres banques ensuite sur l'exploitation. Donc on peut vraiment panacher sur des gros dossiers, puisque là, les banques apprécient de porter le risque, c'est leur expression, hein, c'est évidemment pas un risque que d'entreprendre, mais c'est leur expression, de porter le risque à plusieurs. Et donc, on peut voir comme ça à la fois un pool bancaire sur les murs et à la fois un pool bancaire sur l'exploitation, voire même avec des banques différentes. Et d'ailleurs, c'était le cas sur le projet auquel je pense. Tout à fait. Donc, sur des montants un peu plus significatifs. Tout à fait. D'être sur un deuxième projet, par exemple, vous avez une première entreprise, vous voulez effectivement développer ou acquérir une seconde entreprise pour vous diversifier, par exemple, ou être encore plus leader sur votre marché, ça a du sens, hein, là par contre, d'aller chercher un deuxième partenaire bancaire, et là pour le coup, de travailler avec 2 partenaires bancaires dans votre, je dirais, activité quotidienne. Hein, puisque ça permet de partager, mutualiser, diluer le risque, et puis avoir des solutions à portée de main quand l'un est un peu court. Eh ben, l'autre pourra peut-être prendre plus facilement le relais. Et puis, il y a aussi la notion de réactivité qu'il ne faut surtout pas, négliger dans une relation bancaire. D'accord. J'ai encore une question qui est cette fois-ci complètement différente. Est-ce qu'un crédit vendeur peut compléter un prêt bancaire et un apport? Oui. Ah oui, tout à fait. Étant donné qu'il est échelonné, alors c'est un crédit, hein, encore une fois, alors il peut être avec ou sans intérêt, bien sûr, octroyé par le vendeur, donc vous entendez bien sûr, comme je le disais, sur un timing qui peut aller globalement jusqu'à 3 ans, sur bien sûr un montant, hein, et des modalités de remboursement, mais oui, bien sûr, puisque imaginez, je reprends mon exemple de 100, le fonds de commerce vaut 100, vous êtes trop court en apport, c'est-à-dire que vous avez par exemple 20 d'apports. 20%, c'est limite. Alors, tout d'un coup, le vendeur dit, bah, dans ce cas-là, moi, je peux te faire un crédit vendeur parce que j'ai pas besoin de la totalité des fruits de cette session immédiatement. On va dire que je peux te faire 70 maintenant en fonds de commerce et puis les 30, je te les fais en crédit vendeur. Bah, quelque part, le crédit vendeur, comme il est échelonné, c'est finalement une charge d'exploitation comme un loyer d'une certaine manière, hein, qui va venir s'échelonner dans le temps, donc qui va pas en fait faire partie du financement initial. Donc forcément, vous allez alléger de fait votre plan de financement de 30. Donc mécaniquement, vous allez augmenter votre rapport puisque vos 20 du départ face au rapport de 100, 20% est un peu court. Par contre, vos 20 sur 70, c'est plus tout à fait le même ratio. Et pour les banques, c'est beaucoup plus parlant. Et je le dis quand même, en plus, vous rajoutez une notion forte, c'est-à-dire vous avez un cédant qui fait confiance à l'acquéreur. Vous avez une notion très forte de confiance qui se lie. Ça s'opère très souvent sur des gens qui se connaissent. Ou, je vous dis, un patron, un salarié qui a formé son salarié, qui l'a vu grandir, et il veut que ce soit lui qui reprenne ou elle, ça a du sens. Ça a vraiment du sens. Ça, c'est un très bon tremplin. Et effectivement, ça peut être complété ensuite par un apport et un prêt bancaire, bien évidemment, et un prêt d'honneur au passage, sans problème. Un jeu de tiroir. D'accord. Ok. Et du coup, je vais encore changer de sujet. Peut-être que je passe un peu du coq à l'âne, mais il y a beaucoup de questions. On est là pour ça. On est là pour ça, donc allez-y. Quel agrégat financier les banquiers prennent en compte pour calculer les remontées de dividendes et les remboursements de la dette senior? Alors déjà, le mot agrégat est un peu vaste. J'aurais voulu une précision un peu sur cette
terminologie. Bref, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, remontée de dividendes n'aura lieu qu'à partir du moment où, évidemment, vous imaginez bien, il y a du résultat dans l'entreprise. Donc déjà, ça c'est un prérequis. Le niveau de dividende peut s'exprimer. Alors, j'imagine que c'est lié au remboursement peut-être d'un prêt. Puisqu'on était Oui, sur ce pour la sujet. dette senior, par exemple. La dette senior. Donc effectivement, j'en parlais tout à l'heure, notamment sur les notions de LBO, avec des rachats de parts et de titres. Évidemment, plus vous empruntez et plus en LBO, plus votre niveau de dividende doit être important. Donc plus je dirais, votre résultat d'entreprise, donc votre rentabilité doit être forte et immédiate. Voilà. Globalement, il faut surtout conserver les équilibres qu'on retrouve globalement. Le niveau de fonds propres dans un bilan de capitaux propres doit représenter globalement entre 20 et 30% du bilan global pour environ 70% de dette. Donc les dividendes doivent de toute façon à minima couvrir les engagements du prêt bancaire, de la remboursement, de la dette senior, comme vous le dites, sur le temps imparti, et par ailleurs aussi rémunérer les investisseurs. Nous avons au sein du groupe Prepro deux experts sur toute la partie LBO. Donc, s'il y a des questions, là, c'est difficile de rentrer dans autant de détails. C'est long, c'est un gros sujet. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à nous écrire sur cra@prepro.fr si vous avez vraiment des questions spécifiques sur les LBO, puisque nous avons ces deux experts qui sauront rentrer vraiment dans la mécanique. On a déjà fait des dossiers, évidemment, en LBO, donc n'hésitez pas. Ouais, et puis sur les notions aussi de fiscalité et d'impact fiscaux qui vont avec, donc vous voyez, c'est une mécanique qui est quand même assez lourde. Et puis il y a le comptable, encore une fois, qui est là aussi pour participer à ce réglage. D'accord. Là, j'ai une autre question, on change encore de sujet. Pour le financement, est-ce que les banques exigent un tableau de financement ou un compte de résultats prévisionnels Oui. Est-ce que à ce genre de tableau sur 5 ans, est-ce que c'est suffisant? Oui, c'est largement suffisant, ça dépend de l'activité, mais 5 ans, ça permet, enfin déjà faire un prévisionnel sur 5 ans, il faut être un peu devin quand même, vous me direz. Donc c'est un prévisionnel, comme son nom l'indique, il est prévisionnel, mais néanmoins, un bon prévisionnel, comme on dit dans le monde bancaire, quand on fait le réel, à chaque année, on doit retomber, je dirais, sur un gap ou un écart peu significatif. Ça voudra dire qu'on a parfaitement estimé son prévisionnel et sa capacité à réaliser et atteindre ses objectifs. Donc ça, c'est une première chose. Un bon prévisionnel, je rajouterai à ça, ça fait office de tableau de bord. Ça veut dire que c'est un outil de pilotage à terme. Est-ce qu'on est par rapport à ce qu'on a prévu? Quand on fait ensuite le réel, on mesure l'écart. Voilà un très bon outil. Un prévisionnel comptable, c'est une brique, c'est une partie de ce qu'on appelle le business plan. Business plan, vous allez avoir l'étude de marché, dedans vous avez la présentation des porteurs de projet, la présentation des clients, de la zone de chalandise, et vous allez avoir le prévisionnel comptable, prévisionnel qui doit être in fine réalisé et mis en musique par un cabinet comptable et attesté par un expert comptable, je le répète et je le redis à loisir. Ça, c'est très important. Un prévisionnel, oui, c'est un compte de résultat, mais pas que, c'est un plan de financement, c'est un bilan initial, c'est un bilan final, c'est un compte détaillé d'exploitation, c'est un solde intermédiaire de gestion, c'est un plan de trésorerie sur les 12 premiers mois avec une vraie saisonnalité marquée. C'est bien sûr un plan avec le remboursement et les investissements. Et puis, ça fait apparaître une notion très importante, ce prévisionnel, qui est globalement un document d'une quinzaine de pages, en règle générale comptable. Votre capacité, ce qu'on appelle d'autofinancement, vous verrez, en dessous le résultat net, on recalcule ce qu'on appelle la CAF, la capacité d'autofinancement, qui est vraiment un ratio, mais primordial en banque. Ça consiste à dire que cette CAF, elle doit couvrir le remboursement de l'emprunt. Ça paraît bête quand on le dit comme ça, mais croyez-moi, je vois des plans de financement arriver tous les jours avec des CAF qui ne couvrent pas les remboursements d'emprunt. Et pourtant, je vois des porteurs de projets qui sont déjà partis en banque avec des CAF qui ne couvrent pas les remboursements d'emprunt, donc qui ont des retours négatifs et des refus, puisque c'est un élément totalement rédhibitoire. Donc c'est complet, faites-vous accompagner. De toute façon, nous, par exemple, chez Prepro, on ne travaille que des projets qui sont bien bouclés, finalisés, mis en musique par des experts comptables. Et ensuite, on travaille avec l'expert comptable et le client
en général sur 2, 3 versions pour vraiment aboutir à l'optimisation de la meilleure version. D'accord. Benoît, je vois que vous avez le micro dans la main. Non, je l'ai uniquement Non, au non. cas où j'ai besoin de répondre, mais alors je vais quand même regarder, mais je ne crois pas. Non, il y avait une question effectivement sur le prévisionnel, la durée. Donc oui, Ok. 5 ans, pardon, pour finir, c'est très bien, 3 ans minimum. 3 ans, 3 années minimum d'exploitation, 5 ans maximum, c'est très bien. Faites attention surtout, c'est votre chiffre d'affaires, comment vous l'avez constitué, vraiment, comment vous l'avez constitué sur l'année, comment il va évoluer dans ses encaissements, et puis faites attention aux évolutions du chiffre d'affaires entre l'année de démarrage, la deuxième et la troisième. Des fois, je vois des augmentations de 40% entre l'année de démarrage et la deuxième année. J'ai envie de dire pourquoi pas, et tant mieux, c'est peut-être la réalité. Mais attention, expliquer 40% d'augmentation à un banquier, je vous invite à avoir des arguments sérieux. J'ai des questions, Ouais. Guillaume. Alors, il y a plusieurs questions sur notre coût d'intervention. On pourra détailler. Il est déjà au résultat et il est fonction de votre projet. C'est un pourcentage sur les sommes empruntées en fonction du projet. Donc, on vous dresse une lettre de mission et surtout, on est rémunéré pas par les banques. Hein, on refuse toute rémunération bancaire et uniquement au résultat. Et notre coût d'intervention est intégré dans le plan de financement. Donc voilà. Il y a des questions concernant la franchise. Est-ce que les projets de reprise en franchise permettent d'améliorer le ratio 70-30 de fonds propres sur dette? Est-ce que le Oui, fait de travailler en franchise, voilà. oui, oui, évidemment. Le modèle franchise, alors pour peu bien sûr que la franchise elle soit significative, structurée, de taille importante, avec des très bons résultats. Parce que si vous avez une franchise avec 3 points de vente en France qui existent depuis un an, globalement, c'est un indépendant qui essaye de dupliquer un système. Voilà, soyons clairs là-dessus. Mais une franchise structurée, ce que nous accompagnons depuis 10 ans, je ne vais pas nommer les enseignes, mais des grandes enseignes partout en France, à peu près 150 réseaux, c'est ce que nous faisons. Donc c'est quand même, nous, c'est 55% de notre chiffre d'affaires, donc c'est significatif. On en fait bon nombre. Oui, une reprise plus qu'une création, évidemment, en franchise qui plus est avec un emplacement qui a déjà fait ses preuves, avec un modèle de franchiseur franchisé gagnant. Oui, je pense qu'à 20%, avec un bon profil derrière, je vous le dis clairement, oui, on passe à 20% au lieu de 30%. Après, il ne faut pas non plus négliger l'apport. Mais évidemment, le niveau de risque de la banque sera moins important sur une reprise en franchise qu'une reprise indépendante, voilà, ou encore qu'une création par rapport à une reprise. Donc le degré de risque va évidemment faire fluctuer, ça répond à la question, le niveau d'apport. Plus vous êtes expérimenté, plus il y a de la récurrence, plus il y a effectivement des chiffres recroisés sur l'emplacement que vous reprenez, sur une durée relativement importante, avec des récurrences évidemment, plus le niveau d'apport pourra effectivement diminuer et donc le montant bancaire augmenter. Ça veut dire effectivement exposer un petit peu plus la banque au risque. Mais parce qu'elle le courra bien volontiers. Pourquoi? Parce qu'elle s'en prémunit de ce risque. Il y a des questions relatives à la durée d'obtention. Est-ce que le fait de passer d'être accompagné sur la partie recherche de financement par un courtier accélère l'obtention des financements? Ah oui, très clairement, là où globalement, alors hors Covid, d'accord, parce que si on commence à rentrer effectivement dans cette, bien que nous, on arrive à sortir, je vous le disais, des accords et à tenir quand même des délais, mais des délais qui se sont quand même, là où on mettait un mois, on met un mois et demi pour faire simple, globalement, un indépendant pris dans le système bancaire, alors, ça peut aller parfois très vite, mais je dis pour obtenir un accord bancaire en risque, en bonne et due forme, hein, qui est passé vraiment par toutes les étapes jusqu'au siège, redescendu, on ne peut plus revenir dessus, c'est gravé dans le marbre, avec une proposition globale, parce qu'on ne va pas chercher qu'un taux. Hein, si c'est ça, c'est pas grand-chose. Un taux, ça représente 25% du coût global de votre relation bancaire sur 7 ans, par exemple. C'est-à-dire que les 75%, si vous ne les négociez pas, ça va vous coûter très cher. Et pour recevoir une offre formalisée avec un accord ferme et définitif, là où nous, on va mettre un mois en règle générale, un porteur de projet va mettre en général plutôt un mois et demi, 2 mois. Clairement, oui. Mais pourquoi? Parce qu'on a un système de relance, back-office, on a une équipe dédiée, on a un système digital performant, parce qu'on a le formalisme, parce qu'on s'adresse à 8-10 banques quand on travaille sur un projet et pas simplement à 2 banques. C'est notre métier. Voilà. Et donc, conjugué, évidemment, on gagne du temps, mais j'ai envie de dire heureusement, parce que sans quoi, on n'aurait pas, en tous les cas, sur ce point, une valeur ajoutée. Et sur ce point, un courtier digne de ce nom, en tous les cas, a une véritable valeur ajoutée. D'accord. Malheureusement, on va pas pouvoir prendre d'autres questions parce que le temps alloué pour ce webinaire touche à sa fin.
En tout cas, nous, au CRA, on voulait vous remercier pour votre présentation d'aujourd'hui, d'avoir pris le temps de la faire et de répondre à ces nombreuses questions. Est-ce que, juste pour conclure, vous avez un petit mot de la fin, une petite parole Bien sûr, résumant bien sûr. le financement? Oui, 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 oui. Ben, merci au CRA effectivement pour cette participation très efficace et la mise en place de ce webinaire très efficace. Merci aux nombreuses personnes puisque nous sommes montés à plus de 820 inscrits sur ce webinaire. Donc, un grand merci. On reste évidemment, c'est vrai que, comme tu l'as dit Guillaume et Michael, c'est compliqué de rentrer dans le détail sur certaines questions. On en reçoit encore d'autres là sur cra@prepro.fr. Donc, ne vous inquiétez pas, on va prendre le temps de répondre à toutes les questions que l'on reçoit. Il y en a encore qui arrivent. Vous n'hésitez pas à vous connecter sur notre site, sur la landing page que nous avons créée spécialement pour l'occasion, puisque là, on pourra vraiment rentrer dans le détail de votre projet. Bien évidemment, on reste à votre disposition d'une manière générale pour répondre à l'ensemble des questions ou des informations dont vous auriez besoin. Voilà, et moi, je rajouterais, effectivement, pour les questions spécialistes, hein, on est dans un format d'information et pas de formation, donc ça va de soi. Le temps est relativement court, on ne peut que survoler les sujets, mais néanmoins, ils sont là. Et c'est déjà, ils ont le mérite d'exister. Et puis, moi, je dis juste aux porteurs de projet, hein, n'ayez pas peur, allez-y, travaillez dans vos projets. Par contre, bossez vos projets, structurez vos projets, faites-vous accompagner par le CRA, par des professionnels, par un expert comptable solide, sérieux, parce que s'il y a bien une réalité en revanche, c'est que aujourd'hui, on va peut-être plus facilement aller chercher la crème des porteurs de projets et on va faire du tri. Il va y avoir de la sélection, évidemment, vous imaginez sur la ligne de départ, la sélection va être forcément un peu plus importante, donc un dossier bien constitué, bien ficelé, bien composé, qui est cohérent dans son montage, aura forcément beaucoup plus de chances d'aboutir, je dirais, qu'un projet, je dirais, encore un peu immature. Donc, entourez-vous et croyez en vous. Très bien. Et bien, surtout, oui, effectivement, la reprise d'entreprise, c'est impératif de se faire accompagner par des professionnels. Donc, n'hésitez pas à vous adresser à eux. Nous, on va être obligé de vous laisser maintenant. On vous souhaite un bon appétit d'abord et surtout une très bonne fin de confinement. Et on se dit à très bientôt pour un prochain webinaire. Bonne journée à vous. Bye bye tout le monde.